Bonjour, je suis à nouveau avec Cécile, présidente de Comme2Sup, pour parler des classements d'écoles de manière générale et un peu spécialement pour les écoles d'ingénieurs à prépa intégrée. Je te laisse te présenter si tu veux. Donc Cécile Bourbon, j'ai créé Comme2Sup pour accompagner les élèves dans leur orientation, donc les lycéens et aussi les étudiants également, pour mieux connaître les études supérieures et mieux se connaître. Et auparavant, j'ai été directrice de communication dans plusieurs écoles de commerce, d'audiovisuel et d'ingénieurs. Ok. C'était important pour les écoles de bien apparaître dans les classements, d'être classées haut. Quel impact ça a sur les inscriptions, la qualité des étudiants? Oui, c'est un indicateur qui est pris en compte par les familles dans leur stratégie d'orientation et qui peut les rassurer à un moment donné avec des critères objectifs. Donc ce qui est important, c'est de bien regarder comment ça fonctionne et de ne pas prendre les places finalement de telle ou telle école pour argent comptant. Voilà, c'est un peu décrypté, c'est ce qu'on va essayer de faire, les classements. Mais c'est un des paramètres pris en compte parce que c'est un des éléments vus comme objectifs qui peuvent être rassurants pour les familles pour pouvoir parfois décider entre telle et telle école. Si jamais tu es dans une école qui, une certaine année, est dans les 10 premières d'un classement, d'un magazine un peu connu, euh, ça donne quoi en nombre d'inscriptions en plus dans l'année? Tu prends le 20% de candidats en plus dans l'année ou pas forcément Je dirais que ça va dépendre des écoles. Après, si on prend autant de place, il faut se poser la question pourquoi on prend autant de place. C'est que souvent, en fait, le support en question, donc le magazine ou le site internet, a modifié en grande partie ces critères. Il faut savoir qu'en fait, il y a les classements d'écoles d'ingénieurs et les classements d'écoles de commerce. C'est vrai. Sur ce marché, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'écoles d'ingénieurs. Il y en a presque 200 qui sont habilitées par la commission des titres d'ingénieurs, quand il y en a à peu près 30 en France en termes d'écoles de commerce. Et il y a 6 grands médias qui s'intéressent aux écoles de commerce, quand il y en a 2 grands qui s'intéressent aux écoles d'ingénieurs. Pourquoi ? Parce que par le nombre, il y a une complexité supplémentaire des données à comparer et un travail quelque part de fourni d'investigation à faire. Alors, depuis 3 ans, les écoles d'ingénieurs se sont regroupées et ont fédéré quelque part les données à travers la CDFI. Donc il y a une banque de données certifiée par les directeurs d'école. Donc ça reste un critère, mais c'est les directeurs qui certifient ces données et qui sont hors public, en tout cas ouvertes aux médias, chose que n'ont pas fait les écoles de commerce. Et après, selon les critères choisis par les médias, ça peut impacter sur le classement de telle ou telle école, en dehors, je dirais même de la part de l'école ou de sa qualité en tant que telle. Ça va être, on va rajouter un coefficient à l'international, on va rajouter un coefficient sur la recherche, et y compris d'une année sur l'autre. Si je prends le cas par exemple de l'usine nouvelle, entre l'année dernière et cette année, il y a certains coefficients qui ont été modifiés en termes de, par exemple, il y a 3 grands critères, donc il y a l'insertion professionnelle, l'international, la recherche et l'entrepreneuriat. Et ils ont gardé ces grands critères, mais ils ont un peu bougé. Par exemple, l'entrepreneuriat est passé d'un coefficient 5 à 10 entre l'année dernière et cette année, et l'insertion professionnelle de 35 à 30 par exemple. Ça peut contribuer à faire bouger les lignes pour les écoles ou pour l'entrepreneuriat. Certains indicateurs sont pris en compte et donc ils peuvent d'un coup augmenter. C'est le cas de certaines écoles qui ont pris énormément de place cette année dans les classements. Voilà, donc quand on cherche à aller dans une école ouverte sur l'entrepreneuriat, ça peut être un critère à prendre en compte, mais si ce n'est pas le cas, donc voilà, c'est à chacun aussi de regarder, et l'étudiant a essayé de créer finalement différents profils pour que, en fonction de ses propres critères, on puisse, si on est plus intéressé par l'international ou plus sur la partie académique. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire pour les familles ? Parfois, quand on rentre dans la méthodologie, donc pour les initiés, ceux qui travaillent dans les écoles, à la communication, pour les directeurs, on peut prendre le temps de décrypter tout ça
Pour les familles, souvent, ce qu'ils vont regarder, c'est la place de telle école par rapport à telle autre. Et c'est là où ça peut être problématique de faire ce choix uniquement par rapport à cette place au-dessus qui peut changer effectivement d'une année sur l'autre si le palmarès modifie ses critères, par exemple. Et après, il y a des données qui sont vérifiables par les médias, que les médias ils demandent aux écoles un certain nombre de données et les médias peuvent les vérifier, peuvent les contrôler. Moi, je me souviens d'avoir un peu travaillé avec quelqu'un qui travaille chez l'étudiant en classement, et c'est un travail de titan. Un classement bien fait, c'est quelque chose de monstrueux. Il faut vérifier tout, il faut relancer tout le temps les écoles. Enfin, c'est vraiment un travail très très dur. Et après, il y a une part de données qui est difficilement vérifiable. Donc, les notes au bac des candidats qui rentrent, c'est difficilement vérifiable. Les salaires à la sortie, c'est difficilement vérifiable. Et il y a beaucoup de données qui sont des données strictement déclaratives des écoles. Et les écoles ont plutôt intérêt à bien figurer dans les classements. Donc, il y a des écoles qui n'hésitent pas à y aller franco sur les salaires à la sortie, en sachant très bien que ça va les faire monter dans les classements, quoi. Et que pour un gamin de 17 ans, comme pour une famille, de se dire à la sortie, en moyenne, il gagne 40 000 € ou 38 000 €, c'est quand même un facteur hyper rassurant. En plus de se dire, cette école est très bien classée dans un média qui est rassurant, quoi, comme l'Usine Nouvelle, comme des grands titres de presse, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu... c'est un outil qui est précieux. Quand il est bien fait, c'est un outil super précieux. Après, quand on choisit une école... moi, j'essaie d'insister toujours auprès des gens en disant essayez de voir l'école dans le temps, ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui s'est passé il y a 2 ans, ce qui s'est passé il y a 3 ans, si les gens la connaissent, si les gens en parlent, et d'avoir une vision un peu long terme et pas trop court terme sur un classement lyonnais. Mais bon, après, comme dans l'éducation en général, une des grosses clés, c'est l'information, et c'est pas si évident que ça de l'avoir quand on choisit une école post-bac où l'offre est très large. Et on parle pas des écoles de commerce où le marketing est encore très fort, quoi. Et puis après, on est dans le cas d'écoles d'ingénieurs, on a aussi beaucoup d'écoles qui sont très bien, qui ne se vendent pas, et d'autres écoles qui se vendent hyper bien, et on ne sait pas exactement ce qui s'y passe, quoi. Non, après, c'est regarder un peu l'ensemble, c'est-à-dire, déjà dans ces classements, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, finalement, entre les écoles publiques ou les écoles privées. Quand les critères, il y a une pondération très forte sur les critères de recherche, c'est clair que d'un coup, les écoles privées vont descendre. Quand on va mettre en avant l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat, là, c'est plutôt en faveur, souvent, des écoles privées, notamment quand elles sont en région parisienne, ou quand elles ont aussi des relations très fortes, puisque c'est l'essence même de ces écoles, en fait, de répondre à la demande des entreprises. Il peut y avoir aussi un impact sectoriel au-delà de l'aspect coefficient et choix des critères par les médias, un impact sectoriel par l'effet salaire. Dans les écoles d'ingénieurs, on sait très bien qu'en ce moment, les technologies numériques et l'informatique, ces compétences-là sont très recherchées, et finalement pas assez d'élèves sont formés sur le sujet ou n'ont envie d'être spécialisés sur le sujet. Donc ça contribue à une hausse de salaire. La finance peut aussi attirer certains et attirer des salaires à la hausse. Et dans d'autres secteurs qui attirent parfois les candidats, je pense au secteur aéronautique par exemple, c'est pas un des secteurs les plus rémunérateurs. Donc après certaines écoles, sur les données des salaires, il y a des enquêtes qui sont faites chaque année par la conférence des grandes écoles auprès des anciens élèves. Donc certains vont mettre des moyens humains pour corriger aussi des données et avoir leur propre enquête aussi pour corroborer les données ou corriger parfois des données incohérentes. Certains élèves, parce que là aussi on est sur déclaratif, donc les anciens élèves, s'ils se trompent entre le brut, le net, ils ne rajoutent pas forcément leurs avantages, ou ils le rajoutent trop, ou ils vont mettre un salaire qui est complètement incohérent, mais parfois ça ne va pas être corrigé par l'école. Donc voilà, toutes ces données, effectivement, c'est là où sur les salaires à la sortie, c'est pas forcément évident d'être sûr de la véracité. Bon, après, il y a quand même des grandes données, mais c'est pour ça que ce qui est important, c'est de corroborer. Et pareil sur l'international, vous allez avoir certaines écoles qui vont avoir un très haut classement sur l'international, mais est-ce qu'envoyer toute une promotion ensemble à l'international, ça favorise vraiment les compétences qu'on attend d'un séjour à l'étranger?
ou les envoyer vraiment par petits groupes, hein, voire de façon individuelle, ben, ça change la donne. Donc c'est aussi des éléments, et là les médias ne vont pas forcément affiner à ce niveau-là, donc ça sera le boulot finalement de l'élève et de sa famille de vérifier tous ces points-là. Et puis également les choix des spécialités. Est-ce que l'école, il y a une prime aux écoles généralistes? Est-ce que c'est plutôt une prime aux écoles spécialisées? Je dirais que non, enfin, dans les classements, ça n'apparaît pas. Il y a des écoles qui refusent d'apparaître aussi dans les classements parce qu'elles estiment finalement que la valeur pédagogique ou la valeur d'accompagnement qu'elles ont n'est pas quantifiable. Et c'est vrai que ce qu'ont fait les médias, c'est d'essayer d'objectiver quelque chose qui n'est pas toujours objectivable, c'est-à-dire comment on transmet à l'élève, comment on fait en sorte qu'il soit épanoui et qu'il réussisse. Est-ce que la réussite, le critère qui doit être défini pour sa réussite, c'est uniquement le salaire et le taux d'insertion professionnelle et sa rapidité à s'insérer dans le marché, ou est-ce que c'est sa capacité à réussir sur le long terme et à monter en puissance, à être créatif et innovant, à avoir des talents quelque part évoluables et sur lesquels il va capitaliser tout au long de sa vie et pas uniquement en sortant. Voilà, donc autant de données qui ne sont pas forcément toujours quantifiables. La vie associative contribue beaucoup à l'épanouissement des élèves. Est-ce qu'on peut uniquement l'évaluer en termes de budget accordé à la vie associative ou du nombre d'associations? Est-ce que c'est suffisant? L'attention portée aux élèves, la façon dont ils sont évalués, tout ça n'apparaît pas au final dans les classements. On va retrouver le nombre d'enseignants-chercheurs, la part accordée à la recherche. Sur l'académique, en fait, on va retrouver les élèves et le taux de mention au bac. Donc finalement, les écoles qui vont recruter des très bons élèves, elles vont être très bien placées dans les classements. Donc voilà, c'est difficile parfois de sortir de ce cercle un peu... et en même temps, les élèves qui attirent des candidats moyens, mais finalement les transforment et arrivent à leur donner un diplôme qui a de la valeur et dans lequel ils sont épanouis, ont peut-être autant de mérite que ceux qui vont attirer les meilleurs élèves et qui finalement restent des très bons élèves et effectivement vont bien se placer. Donc toutes ces données sont difficilement évaluables, et moi je dis, il y a ce côté où on veut absolument objectiver l'orientation, et l'orientation n'est pas en tout cas toujours objectivable. Il y a une part liée aussi à l'affectif, à l'intuition et à la connaissance de soi qui est importante. Donc ça doit être un élément à prendre en compte, mais ça ne peut pas être le seul. À l'élève de bien regarder parfois, effectivement, c'est pour ça que souvent dans les 5 écoles qui sont toujours en tête des classements, ou des écoles d'ingé ou des écoles de commerce, il peut y avoir aussi la liberté de chacun de décider de ne pas aller dans le premier, le mieux classé, mais parce que finalement d'autres écoles correspondent mieux pour telle et telle raison. Voilà, c'est aussi sentir les choses, aller aux journées portes ouvertes pour savoir si l'école, on y va parce qu'elle est mieux classée ou parce qu'elle nous correspond vraiment en fait. Et il y a un truc qui est un peu dingue dans les classements des écoles après-bac, que ce soit commerce, ingénieur, quand on a les classements après-prépa, on a l'impression que les choses sont intemporelles. Chez les écoles post-bac, nous on est donc au concours, ça existe depuis 10 ans, ça fait 15 ans que je suis un peu cette activité. Tout change tout le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé 5 années consécutives où on peut considérer que les 3 meilleures écoles n'ont pas bougé. C'est-à-dire que c'est tout le temps en mouvement. Donc c'est assez compliqué. Alors que dans les écoles post-prépa qui sont plus synonymes d'excellence, rien ne change jamais, quoi. Jamais, quoi. Les choses sont plus gravées dans le marbre, alors que on aurait discuté, on a eu cette même conversation il y a 10 ans, on aurait cité les 3 meilleures écoles au même moment. Il y aurait eu des changements, que ce soit commerce ou ingénieur, ça n'aurait pas été la même chose. Donc c'est difficile, quoi. Alors dans la pré-prépa, ça bouge aussi de par l'effet des classements et des critères et des coefficients. Par exemple, il y a eu de grands changements, notamment pour l'usine nouvelle, sur le côté insertion professionnelle, qui a fait bouger certaines grosses écoles, piliers. Mais personne n'y croit, sauf que personne n'y croit, quoi.
Oui, mais en même temps, il faut se dire qu'il y a certaines écoles qui ont ce côté prestige depuis très longtemps, mais quelque part qui sont situées en région, qui ont des promos avec une visibilité quand même et un impact moindre que certaines autres écoles, et que le monde bouge, Ouais. et que l'impact des prépas, on est sur un classement concours Français. très banque de concours, et on y va par le prestige de l'école, mais pas tellement par le choix, est-ce que l'école me correspond. Ouais. Alors qu'après bac, je pense que les élèves et les familles prennent plus ce temps-là de mûrir ce choix. Et après... C'est marrant, j'aurais dit exactement l'inverse, moi. Non, ils ne prennent pas forcément le temps. Après prépa, c'est plutôt le concours, je dirais, qui va décider. Tu vas dans la meilleure oui. Où tu es pris. Ouais. Mais c'est vrai que post-bac, quand tu fais le choix post-bac, tu t'engages pour 5 ans et globalement, il n'y a pas... il n'y a pas d'autre changement possible sur tes 5 ans. Il y a des changements, en fait, concrètement, il y a des changements. Tu peux passer dans une autre école si jamais les écoles se connaissent, mais il n'y a pas de changement de voie possible. Tandis qu'après prépa, tu as encore le choix des écoles et ça te laisse 2 ans de plus pour en mûrir. Quoi. On a le choix des écoles, oui et non. Ça peut dépendre du classement des concours. Malheureusement, c'est quand même comme ça que souvent, on ne décide pas toujours de son orientation après prépa. On peut quand même davantage... Après, voilà, c'est à chaque élève de se poser les questions, mais souvent, quand ils sont en prépa, ils ne se les posent pas parce qu'ils sont dans la préparation des concours. Et puis ils sont en formation. Il y a un truc qui est bien pour les écoles de commerce, c'est que dans les écoles de commerce, c'est des écoles qui existent partout dans le monde, enfin les formations de business qui existent partout dans le monde, dans les universités, et donc il y a il y a plusieurs organismes d'accréditation qui permettent d'avoir une visibilité claire sur... elle a le grade de master pendant 5 ans, elle a le grade pendant 3 ans, elle est QIS, elle est PASS, Il y a pas mal de choses. Pour les écoles d'ingénieurs, il n'y a que la CTI, qui est un bon organisme, mais du coup, il y a 200 écoles qui ont exactement le même titre pour la même durée, et donc, on n'a pas un truc qui nous permet de différencier les écoles, en tout cas... Donc c'est plus complexe. Effectivement, il y en a 200, elles ont des sigles absolument incompréhensibles pour le commun des mortels. Et que quand on a compris en général comment rentrer dans une école d'ingénieur et dans laquelle on voulait rentrer, on était assez câblé pour devenir ingénieur. Donc c'est vrai qu'il y a un effort de lisibilité. Alors certaines écoles se sont regroupées, il y a des marques un peu phares sur quelque part, oui, le marché des écoles d'ingénieurs. Quelle marque? À quelle marque tu penses? Il y a certains groupes, groupes comme les UT, comme les INSA, en tout cas au niveau des post-bac, et puis certaines écoles qui ont des spécificités. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de la stratégie de marque, c'est que ces écoles existent pour répondre à un besoin spécifique, notamment pour les privés qui ont été créés parce que les écoles publiques ne pourvoyaient pas aux besoins de certains industriels dans certains domaines. Donc, effectivement, ça demande un peu plus de temps sur la centaine d'écoles post-bac qui existent, d'aller les voir et de comprendre leurs spécificités. Est-ce qu'on a plutôt une approche d'ingénieur généraliste ou une approche d'ingénieur spécialisé? Quel domaine attire? Et puis, quelle pédagogie est associée? Quel accompagnement pour la réussite, pour l'épanouissement de l'élève? Et quelles, effectivement, perspectives sont offertes? Parce que même quand on est attiré par un domaine en particulier, un élève peut vraiment s'éclater pendant 5 ans pour ensuite aller sur un débouché assez porteur. Mais dans l'absolu, il y a toujours la crainte de se dire « oui, mais est-ce que ça va me plaire suffisamment longtemps ?» etc. Et là, il y a des écoles qui ont un portefeuille quelque part de spécialisation ou d'orientation plus large qui fait que de toute façon, elles auront le temps de mûrir. Enfin, je me souviens, moi, à l'EPF, en 3e année, beaucoup d'élèves ne savaient pas encore ce qu'ils allaient choisir comme orientation en 4e ou 5e année. Mais voilà, les choses se décidaient, se mûrissaient aussi en 3e année et chacun finalement arrivait à trouver une orientation qui leur corresponde. Ça laisse un peu plus de temps parfois. Il y a 2 trucs moi, que je trouve importants à dire, c'est que globalement c'est quand même toutes des bonnes écoles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, tu vas dans une de ces écoles CTI, tu vas pas te retrouver dans un truc, c'est catastrophique, tu vas rien apprendre, tu vas pas avoir de métier derrière, globalement. Tu apprends des choses qui valent le coup et c'est quand même globalement des bonnes écoles. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que il y a une vraie prime à l'agilité des écoles. Les écoles qui comprennent un peu les marchés actuels du travail, de l'emploi et ceux à venir, ça vaut le coup d'y aller parce que
vous êtes en phase avec ce qui va se faire, et c'est ce qui est en train de se faire, ce qui bouge, et c'est assez motivant. Et puis maintenant, il y a aussi plein de nouvelles écoles, un peu comme l'école du 42, mais il y en a d'autres qui existent en complète autonomie, qui ont des profils de formation assez originaux. Pas tant que ça, parce que ça a été repris dans d'autres écoles plus classiques, mais ça vaut le coup aussi, quoi. Oui, la façon aussi des nouvelles pédagogies, la façon dont on interagit avec les élèves et le cadre aussi du programme. Enfin là, il y a une très grande école qui a annoncé sa réforme de programme et il disait qu'il n'avait pas fait évoluer depuis, je crois que c'était 25 ou 30 ans. Enfin, on se dit, c'est quand même dingue. Alors que c'est vrai que beaucoup d'écoles privées, les programmes évoluent au fil de l'eau pour coller au plus près des attentes des entreprises, des industriels et également, je dirais, des attentes des jeunes. Enfin, il y a un côté, on s'adapte aussi à la cible qu'on a, à la réforme aussi du bac. Enfin, là, toutes les écoles et même les prépas sont quelque part obligées d'adapter aussi leur programme. Parce qu'on ne peut pas accueillir des élèves et tous les envoyer au casse-pied qu'ils n'arrivent pas à passer en première année. Donc ça suppose aussi une agilité en termes de pédagogie et un travail régulier de remise en question, de qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Donc tout ça est malheureusement assez peu pris en compte dans les classements. C'est pour ça que c'est assez difficile finalement de regarder. On peut voir les grandes tendances. Mais en aucun cas, pour moi, ce qui doit primer, c'est voilà, je choisis, celle-là est au-dessus, ça me rassure. Bon, parce que même en allant sur certains profils d'école très, très sélectifs, si on est sur une approche d'école, par exemple assez universitaire, ça suppose de la part de l'élève une autonomie, une pré-spécialisation à choisir des électifs. Est-ce qu'il va être capable de le faire donc quelque part à une certaine maturité de l'élève que tout le monde n'a pas. Donc le risque associé à ça, c'est que l'élève ait besoin peut-être d'un plus d'encadrement, d'un cadre, d'un accompagnement qu'il pourra trouver dans d'autres types d'écoles. Et ça, comment l'objectiver dans un classement, là aujourd'hui, ça n'apparaît pas. Donc le seul moyen, c'est de regarder ces aspects-là, d'aller à des journées portes ouvertes, d'échanger avec les étudiants. Et l'insertion professionnelle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est l'insertion professionnelle? De ce que c'est, souvent c'est le salaire à la sortie. Le salaire 3 ans après ou 5 ans selon les données disponibles quand les élèves répondent. La durée, effectivement, combien de temps, donc beaucoup effectivement de ces écoles. Pour trouver un emploi, pour le premier emploi. Pour trouver le premier emploi, beaucoup de ces écoles en fait ont des stages de fin d'études, que ce soit côté école de commerce ou côté école d'ingénieur, qui sont souvent des stages de pré-embauche. Certains en fait vont choisir de ne pas rester dans leur, même si la proposition leur est faite. Donc quelque part dans les stats, ça peut diminuer les stats d'insertion durant la période des études finalement. Mais c'est le choix de l'élève de se dire, moi j'ai envie d'aller aussi, ils sont assez curieux, d'aller trouver autre chose. Donc bon, c'est toujours des données, mais quand même c'est rassurant de se dire, notamment pour la partie privée, quand on a payé aussi ses études, que derrière aussi l'investissement est conséquent et qu'on peut bien sûr rembourser son crédit quand on n'en a pas pris, son emprunt, etc. Ce qui est rassurant en soi sur le marché des écoles d'ingénieurs, c'est qu'il y a vraiment une attente et une demande des entreprises et que quelle que soit l'école, l'insertion professionnelle, quand elle est habilitée par la commission des titres d'ingénieur, qu'elle délivre le titre d'ingénieur, l'insertion est bonne. Et peut prendre quelques mois pour certaines écoles et selon l'exigence aussi du candidat. Et que les choses peuvent bouger selon les secteurs. C'est vrai que moi je me souviens de périodes où dans l'automobile ou dans l'aéronautique, les recrutements étaient freinés, en tout cas sur la partie des constructeurs, et c'était plutôt les sociétés de CS2I qui recrutaient, mais du coup sur des salaires un peu moins importants. Bon, on n'est pas à l'abri de ce type de revirement, comme dans les télécoms à un moment, il y a 20 ans, tout le monde voulait bosser dans les télécoms, c'était l'avenir, etc. Puis après il y a eu une grosse tôle, et les gars avaient du mal à trouver. Et ceux qui étaient un peu têtus du télécom, ils l'ont payé en n'ayant pas de boulot pendant quelques temps parce que ils ont refusé de se recycler en disant moi c'est que les télécoms à tout prix, ou des choses comme ça. Donc ce qu'il faut regarder, c'est la capacité de l'école aussi à faire que le diplômé sera employable sur du long terme en fait. Il n'y a pas que le côté court terme de l'insertion professionnelle, mais c'est quelle agilité il aura,
agilité professionnelle, curiosité, ouverture en fait sur différents domaines aussi, ça peut aussi aider parfois. Quelle part de la création et l'innovation elle aura. C'est qu'aujourd'hui beaucoup d'écoles forment à l'entrepreneuriat et ce qui est le critère qui est pris en compte par les médias, ça va être la part de création, de start-up créées, etc. Mais finalement, si c'est que ces élèves-là qui ont bénéficié d'options entrepreneuriat et pas l'ensemble de la promotion, c'est dommage parce que finalement, c'est des compétences que chacun doit acquérir et mobiliser. Et là, tels qu'ils sont définis dans les critères, ce n'est pas forcément pris en compte en termes de volume de cours pour l'ensemble de la promotion, mais le critère qui va être pris en compte, c'est uniquement ceux qui, à la sortie, créent une start-up ou sont incubés par l'école. Alors que l'ensemble devrait avoir été baigné un peu dans ce bain d'innovation, et c'est pas parce qu'il y a une part d'enseignants-chercheurs qu'eux ils sont en contact avec d'enseignants-chercheurs qui vont tous faire de la recherche non plus. Donc voilà, toutes ces données sont vraiment à bien... c'est assez... Et très peu même, vous avez un lien, ne serait-ce qu'à cliquer sur la méthodologie pour comprendre, au-delà de la part... voilà, tiens, ils sont 3e à ce classement, là ils sont 5e, mais c'est aussi comprendre la méthodologie. Donc ça c'est assez facile, hein, tous les médias les mettent en ligne, mais ça demande un petit peu de temps pour les décrypter. Ouais, ça demande un peu même, hein. C'est assez compliqué. Ouais, c'est assez compliqué. Puis après, il y a toutes les nouvelles écoles du gaming qui commencent à sortir, comme pas mal d'ailleurs. Il y a tous ces nouveaux métiers qui apparaissent, donc c'est pas... C'est pas évident. C'est pas évident. Donc ça peut être rassurant, c'est sûr, hein, encore une fois pour objectiver ces éléments d'information et qu'on cherche toujours à comparer les uns aux autres, mais on sait très bien, voilà, dans une classe, finalement, on va mettre tel élève en premier, tel élève en dernier, sur un critère de notes scolaire, etc. Et puis peut-être que c'est pas celui qui a les moins bonnes notes qui va... et peut-être qu'il réussira mieux dans la vie que celui qui a les meilleures notes. Ça, c'est des choses qui... Voilà, derrière, en fait, quelle est la probabilité donc c'est vouloir objectiver des choses qui sont, en tout cas pour les écoles, pas toujours objectivables. Et certaines écoles, d'ailleurs, refusent d'être classées. Parce que elles ont une approche dans leur pédagogie tellement différente que finalement d'être comparées les dessert plus que ça ne les sert. Il y a des très bonnes écoles qui ont pignon sur rue en termes de relations avec les entreprises qui sont toujours dans entre 50 et 100e place, qui peuvent paraître entre guillemets des moins bonnes écoles, mais qui arrivent à placer... et puis c'est vrai qu'il y a une prime entre le fait qu'on soit en province ou en région parisienne, il n'y a pas toujours la même visibilité. Et qu'on regarde dans le peloton vers la fin plutôt, ou à la queue du classement, on retrouve beaucoup d'écoles qui sont en région ou qui ont des tailles d'élèves diplômés qui sont un peu plus réduites. Voilà, donc c'est bien, ça permet en tout cas de montrer ce type de classement que les publics ne sont pas devant et les privés derrière. Il y a vraiment une mixité qui s'est créée et qui se crée parce que ça peut bouger en fonction des critères, encore une fois. Si on met le critère, un gros coefficient sur la recherche, il va y avoir un effet immédiat sur effectivement une prime aux écoles universitaires, aux écoles publiques qui ont des moyens alloués à la recherche, un nombre d'enseignants-chercheurs beaucoup plus conséquent. Si on met une prime sur l'insertion professionnelle et l'ouverture et parfois aussi l'international, ça peut être aussi en faveur des écoles privées. Voilà, à chacun de regarder ces éléments-là, les critères qui correspondent, aussi bien du côté des écoles de commerce. Par exemple, la satisfaction de l'élève est évaluée par les organismes d'habilitation des écoles de commerce et ça n'est pas encore pour les écoles d'ingénieurs, donc on y viendra peut-être. Mais pour l'instant, ce n'est pas un critère qui a été pris en compte pour les données telles qu'elles sont utilisées par la commission des titres d'ingénieurs et donc par la CDFI. Et il y a aussi, en fait, par exemple, pour les écoles d'ingénieurs, quand on veut affiner, la CTI publie des avis. Donc chaque école, en fait, est habilitée pour 5 ans, avec des recommandations, des points forts qui sont mis en avant et des points à améliorer. Et ça, c'est public, donc ça permet en fait, pour affiner son choix aussi, d'aller, alors c'est pas forcément toujours évident de les trouver, mais sur le site de la CTI, de regarder les avis publiés sur les écoles,
et de voir que finalement dans toutes les écoles, même les plus grandes, que ce soit Polytechnique, les mines, les ponts, etc., il y a des points à améliorer et c'est là-dedans quels sont les éléments dans lesquels je me reconnais, où j'ai envie d'aller. Il y a un truc qui est cool dans certaines écoles d'ingénieurs. Moi, je pense, on a un prof qui travaille chez nous, qui travaille dans une école à la Défense. Et lui, il me dit qu'il apprécie vachement la diversité des profils. Donc, c'est à les Sylves et il me dit, bah, c'est génial. Moi, j'ai des gens qui viennent de médecine, on a des gens qui viennent de prépa, on a des gens qui viennent du post-bac, on a des gens qui viennent de DUT. Et tout ça, lui, il trouve que il a plein de niveaux, que ça tire vers le haut tous les étudiants et il trouve ça hyper agréable. Alors que traditionnellement, dans les écoles d'ingénieurs, il y a assez peu d'admissions variées, quoi. C'est-à-dire que soit le recrutent en prépa, soit le recrutent en post-bac. Mais dans les deux cas, ceux qui recrutent en prépa, ils prennent 4 candidats universitaires après licence ou maîtrise, mais ils n'en prennent pas beaucoup, ils ne prennent pas tellement d'étrangers. Et les écoles post-bac, elles prennent quelques admissions parallèles à Bac+2, mais assez peu. Ça se développe quand même. Après, ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui ont effectivement une stratégie d'intégrer beaucoup aussi d'élèves en 3e année, ou d'avoir ces programmes un peu d'accélération pour les élèves qui ont fait médecine et qui ont échoué, mais qui existent aussi dans d'autres écoles. Et cette diversité de profils, typiquement, par exemple, un des paramètres du classement de l'étudiant pour regarder le nombre d'élèves qui viennent pour l'apprentissage, le nombre d'élèves boursiers, par exemple, le nombre d'élèves qui viennent d'IUT, etc. Donc ça va dépendre en fait de la stratégie de l'école, de son nombre de places possibles en première année de cycle ingénieur. Mais cette diversité est quand même assez recherchée dans beaucoup d'écoles et de plus en plus, y compris pour celles qui recrutent qu'après prépa. Il y a quand même une ouverture aux admissions parallèles, mais un nombre de places plus limité. Mais c'est vrai que cette diversité des profils, c'est ce que je disais, c'est sur la capacité de l'école aussi à faire progresser et pas uniquement à prendre toujours les meilleurs, que ce soit des concours post-bac ou des concours après prépa, mais d'intégrer des profils d'admission parallèle qui amènent aussi une diversité qui est riche pour la suite. Ouais, et puis c'est ce qu'il me dit. Lui, il me dit, tu prends un gars en médecine, enfin un gars ou une fille en médecine qui se dit au bout d'un an, je veux pas continuer, mais c'est un super profil. Des gens en prépa qui se disent j'en ai machin, ou des gens en prépa qui intègrent par le concours, c'est des super profils. Et pour quelqu'un qui vient de post-bac, c'est génial, c'est génial. Il voit des gens qui ont un bon niveau, qui ont vu autre chose, qui lui apprennent autre chose. Enfin, je veux dire, et pour les profs, lui, il est content d'avoir cette diversité. Il me dit moi j'ai des gens qui viennent de médecine, j'ai des classes qui viennent de STI 2D, j'ai un peu de tout. Enfin, c'est aussi, ça fait partie aussi du dynamisme de l'école et de l'agilité de l'école. C'est ce qu'on dit souvent, mais c'est un peu compliqué à voir, mais souvent aussi ce qui fait l'école, c'est sa direction. Donc dans le cas de les Sylves, c'est des gens qui avaient hyper bien tiré le CE avant, qui sont des gens à suivre, quoi. Et pareil pour les écoles de commerce, celui qui dirige l'ISEG, il le dirige depuis très longtemps, depuis qu'il est à la tête de l'école, ça marche vachement bien. C'est aussi souvent la stratégie de l'école et de sa direction qui fait la valeur de l'école. Oui, et ça, c'est des choses qu'on peut mesurer quand on va, notamment sur les journées portes ouvertes, pour voir effectivement qui dirige l'école et qui amène finalement ce souffle à l'école. Il y a des écoles qui ont plus de souffle que d'autres. Donc ça, c'est important d'aller vérifier aussi sur place quand on peut, pour s'en rendre compte par soi-même en fait. Oui, puis après, il y a un petit côté un peu boutique, quoi. Il y a aussi la situation géographique de l'école, quoi. Il y a des écoles qui sont bien placées, faciles d'accès en métro, qui ont une bonne cote, d'autres qui sont à Tataouine-les-Bains et c'est compliqué. Et les familles se disent, si on envoie à cette école-là, il y a tant de loyers, tant de machins, tant de trucs en plus, c'est pas très pratique pour nous, c'est mieux qu'il soit, etc. Et donc finalement, il y a aussi ça qui joue. C'est aussi signe que la qualité de l'école n'est pas si bonne que ça, mais bon voilà, c'est fait partie de ce qui joue. En fait, c'est miser sur l'avenir, donc c'est toujours difficile de miser sur l'avenir quand on sait sur l'avenir de ses enfants, ou de soi, quand c'est directement les lycéens ou les prépas. Arriver à se projeter dans cette école, et à la sortie, qu'est-ce qui va se passer ? Dans 5 ans, ça va être d'ici 5 ans, les choses bougent beaucoup dans le monde de l'entreprise, mais la capacité de l'école à continuer à évoluer pendant ces 5 années, et on peut sentir cette agilité et cette envie de... vous avez des écoles où c'est figé dans le marbre depuis des années, et c'est un peu lent en termes de conseil d'administration. Dans certaines écoles, vous avez effectivement beaucoup d'industriels,
et une, comment dire, une agilité qui permet d'aller vite en fait. Il n'y a pas besoin de 4 ans pour avoir une décision, modifier ses programmes et influer tout de suite sur la pédagogie l'année d'après. Donc bien sûr, il faut faire attention de ne pas changer tout le temps, mais en tout cas, amener des évolutions comme ça de façon rapide, c'est vraiment des points importants. Non, c'est des points importants. Ouais, puis et sur la diversité, pour rebondir sur tout à l'heure, c'est vrai que, par exemple, quand il y a des élèves qui viennent de prépa ou de prépa intégrée ou d'autres profils, chacun a ses avantages. Les élèves de prépa vont être très très bons sur la partie théorique, mais auront beaucoup de choses à rattraper sur la partie pratique, expérimentale, et apprendront beaucoup des élèves qui auraient été en prépa intégrée, qui là, ils seront beaucoup plus sur la pratique, et finalement ça en termes d'équipe, c'est ça aussi, ça se nourrit, et ils apprennent les uns des autres, et ils voient chacun leur force aussi, et il n'y en a pas forcément l'un qui est supérieur à l'autre. Ouais. Non, c'est génial. Ouais, il y a un dernier truc que je voulais ajouter, c'est que pour les classements, en fait, la pédagogie, elle est en fait évaluée au niveau de recherche des enseignants. C'est-à-dire que quand un classement évalue la pédagogie, il voit le nombre d'articles publiés dans des journaux officiels, et en fonction de ce nombre d'articles publiés, ils évaluent la qualité de la recherche, et la qualité de la pédagogie, c'est le nombre d'articles publiés sur le nombre d'étudiants. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec ce que ça va vous apprendre vous, ça va juste voir le niveau théorique de l'enseignant. Donc c'est pas ce qui va faire de vous un salarié ou un entrepreneur épanoui, c'est-à-dire que c'est ce qui va évaluer le niveau intellectuel de vos profs, quoi. Ça veut dire que vous avez des profs qui publient des trucs de qualité dans des trucs reconnus, quoi. C'est la visibilité dans le monde de la recherche et sa contribution à la recherche. Et c'est tous les c'est vrai que c'est devenu un simple. critère très important, sciences de gestion d'ailleurs, qui fait monter les salaires des professeurs dans ces domaines qui sont très recherchés, et leur contribution à publier ces articles. Comme c'est fait partie des critères pour avoir certaines habilitations et labels, on va sur ce type de professeur, et effectivement c'est pas forcément toujours lié avec la pédagogie. Après, l'intérêt de ça, et c'est pour ça que c'est un critère qui a été un peu valorisé, c'est qu'on estime que c'est la capacité à injecter ça finalement dans l'enseignement. C'est pas toujours évident. Non, c'est vrai. C'est pas toujours simple, mais il faut aussi ces qualités de pédagogue qui sont en lien, et parfois un vrai enseignant-chercheur qui est très tourné vers la recherche. Le côté transmettre avec les élèves, c'est pas forcément sa tasse de thé. Ou inversement, quelqu'un qui est très tourné vers les élèves, mais qu'on oblige à faire de la recherche quelque part, ou qui n'a pas le temps nécessaire, ça peut être compliqué, mais bon, ça fait partie effectivement. Voilà, mais dans le critère, comment sont jugés les profs sont jugés sur leur niveau de recherche, et l'école est jugée sur le niveau de la recherche divisé par le nombre d'étudiants, et en fait c'est pas du tout jugé par rapport à ce que le prof va vous transmettre, à l'intérêt qu'il va vous transmettre. Ils sont évalués quand même dans certaines écoles par les élèves aussi. Dans tous les classements nationaux ou internationaux, c'est le niveau de recherche sur le nombre d'élèves, quoi. Sur les classements. Donc c'est pas et une école qui a 200 qui a des promos de 100 ou de 200, et en fait cette évaluation là, c'est donc les classements, ça crée un marché des profs. Un prof qui est capable de publier beaucoup devient quelqu'un qui coûte très cher, et qui rend complètement inaccessible ces profs-là à des petites écoles. Et donc ça valorise les écoles les plus puissantes, et pas du tout les petites écoles. Il y a une petite école qui fera un travail formidable, peinerait à apparaître dans les classements. Oui, mais bon, il y a plein de sur la partie académique. Sur la partie académique. Après, la partie internationale, c'est pareil, c'est aussi des deals avec les universités. C'est pas évident d'avoir 250 deals avec les universités. Et la façon dont c'est compté aussi, c'est le nombre de deals avec les universités étrangères qui apparaissent dans certains classements. Donc c'est aussi pas évident pour des écoles de petite taille. Et cette ouverture internationale, on peut imaginer par exemple que c'est un des critères qu'on va partir, mais après c'est regarder avec quels critères on part. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être dans le top du classement pour pouvoir partir l'année d'après? Quel niveau d'anglais on attend de l'élève? Est-ce que finalement c'est juste 2-3 élèves qui vont partir sur une destination très phare, ou l'ensemble? Voilà, tous ces éléments-là, vous ne les trouverez pas dans le classement. Donc c'est des choses à affiner, et encore une fois, le côté académique, on se rassure en se disant « Ah là, elle a très bien cassé son côté académique », mais ce que tu disais, voilà, dans l'académique, il y a le nombre d'enseignants-chercheurs. Est-ce que c'est le critère qui fait que
c'est objectivement le critère qu'il faudrait pour estimer le niveau académique, c'est assez compliqué. En tout cas, c'est les critères qu'ont choisi certains médias et certains organismes d'accréditation pour essayer de comparer. Et encore une fois, parfois, certaines écoles ne sont pas tout à fait comparables. Donc voilà, faut creuser les choses, hein, bien comprendre leurs spécificités et aussi sentir et faire confiance à l'élève sur sa capacité à se projeter dans cette école et la confiance en l'école à faire de lui un bon ingénieur ou un bon manager ou commercial, parce que souvent maintenant on a l'impression qu'on forme que des managers dans les écoles de commerce et de management, c'est pas toujours le cas. Donc c'est aller un peu regarder tout ça pour décrypter et aller un peu plus loin que juste la place numéro 2 ou numéro 3. C'est des bons outils, mais il ne faut pas le prendre en disant c'est le seul outil que je vais utiliser cette année pour choisir l'école dans laquelle je vais passer 5 ans. Quoi. Mais c'est vrai que c'est des bons outils, hein, globalement, si on arrive à en prendre 3-4, c'est quand même des bons outils. Ouais. Bien comprendre surtout. Ouais, alors, la méthodo et les critères retenus, et encore une fois, je pense que les médias, ils sont aussi dans leur intérêt de vendre d'une année sur l'autre ou de modifier les classements. Si à chaque année, en fait, ils sortaient le même classement, donc c'est pour ça qu'il y a aussi un impact du côté des coefficients et des critères. Donc c'est pas uniquement les écoles qui ont bougé, parce qu'on se dit qu'est-ce qui s'est passé, ou qui se sont écroulées en termes de salaire, pas du tout, qui ont monté en flèche au tel et tel salaire. C'est aussi parfois que les coefficients ont bougé, ou que l'école a compris en fait que il fallait aussi mieux travailler sur sa stratégie de classement et mieux faire apparaître et compter ses entrepreneurs, c'est-à-dire mettre des moyens humains aussi pour aller chercher des données, parfois qu'elle n'a pas toujours les moyens aussi de recenser. Hein. Ça demande un boulot colossal aux équipes communication, de direction, aux équipes pédagogiques, de recenser toutes ces informations, de s'assurer aussi quelque part de la fiabilité, même si encore une fois, on est sur des données déclaratives, il ne faut pas l'oublier. Ouais, moi, un classement que j'aime bien, je me permets, c'est les classements d'étudiants ont toujours été très qualitatifs, et pour avoir vu le travail que ça représentait, moi j'ai toujours plutôt fait confiance à l'étudiant, même si c'est un média qui bouge beaucoup en ce moment, il a toujours fait plutôt des bons classements avec beaucoup d'informations assez riches, et il faut un énorme travail de vérification derrière. Voilà. Je me permets de donner c'est à regarder, et puis après en essayant de comprendre encore une fois là aussi les différents coefficients, et là de pouvoir faire aussi l'avantage d'un classement personnalisé, même s'il y a un palmarès qui est général qui existe, au-delà de ça d'aller sur des profils de candidats, mais voilà, c'est quand même assez technique, hein, et maintenant uniquement sur internet, il faut rentrer dedans pour bien comprendre comment il fonctionne. Difficile. Et ils ont recherché encore une fois à objectiver, à mettre des critères, et de mettre des moyens beaucoup plus qu'effectivement d'autres médias. Et probablement donc moi je connaissais Baptiste qui était chez l'étudiant qui est passé au Figaro, donc probablement que les classements du Figaro à venir seront très bien aussi. Voilà, en tout cas le Figaro c'est pas encore attaqué à celui des écoles d'ingénieurs, ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Ah oui, non, j'avais une autre chose à ajouter. C'est important dans le choix de l'école d'essayer de voir les choses dans la durée. C'est-à-dire qu'on est sur des écoles où le marché bouge tout le temps. On a l'impression que les meilleurs changent tout le temps, que les bonnes écoles, etc. Et dans les entreprises, pour qu'un étudiant, si en pensant qu'à partir de 2019, une école est super, ça veut dire qu'ils vont sortir qu'en 2024, ça veut dire que c'est qu'en 2034 qu'ils seront vraiment avec un peu d'expérience, bons et connus de l'entreprise. Et finalement, on a l'impression que ça bouge tous les ans, mais l'inertie de la connaissance de l'école par les RH, ça prend un temps fou, quoi. Donc la vérité de l'employabilité, de la qualité, de la connaissance des écoles par les entreprises, ça prend un temps fou. Donc quand on choisit une école, si on veut faire carrière en tant que cadre dans des grandes entreprises, c'est bien de se dire qu'est-ce qu'elle valait cette école il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, voire même il y a 15, parce que c'est un peu sur la valeur de l'école il y a 15 ans que l'entreprise vous jugera dans 5 ans quand vous allez sortir, et pas du tout sur la valeur qu'elle avait quand vous êtes rentré, quoi. Voilà, les choses sont beaucoup plus lentes que ce que le marché bouge actuellement, quoi. Mais bon, voilà, c'est regarder le potentiel d'évolution de l'école aussi. Voilà. Et ça, c'est pas quantifiable en classement. Et la stabilité de l'école et les évolutions de l'école, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile. Voilà, sinon, on reproduit toujours finalement. C'est se donner aussi la perspective que certaines écoles aussi bougent et ont envie d'évoluer et de progresser.
ils peuvent aller chercher certains labels qu'elles n'ont pas aujourd'hui et qu'elles auront demain. Après, c'est vrai qu'il y a certains grands critères qui sont rassurants, comme le grade de master, hein, quand les écoles l'ont, voilà, c'est acquis, et on ne se dit pas, on est sur un diplôme qui n'a pas de grade de voilà, donc on ne pas, enfin, aussi bien du côté école de commerce que du côté école d'ingé, le fait d'avoir du côté des écoles d'ingé habilité sur la durée maximale, c'est quand même plutôt voilà, un élément important, mais qu'elles ont pour la plupart, donc c'est voilà, au-delà de ça, aller regarder un peu plus loin, et encore une fois, si vous pouvez vérifier sur place. Ouais, puis après c'est vous, hein. Après c'est ce que chacun fait de son école, de sa vie, etc. Donc, rien n'est perdu, quoi, quel que soit le choix, rien n'est perdu derrière. Non, au contraire, rien. Tout l'avenir est devant. Bon courage et bonne chance. Merci Cécile.